Bienvenue dans ce nouveau vlog intitulé Carnet de voyage, centré autour de la Pologne. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de retracer jour après jour et de manière complète les différentes activités que j'ai pu effectuer là-bas, mais également des conseils et des astuces pour organiser au mieux ce voyage. Donc c'est parti! Première étape, rejoindre l'aéroport de Beauvais. Pour cela, je suis parti de Nantes avec mon véhicule pour m'arrêter à l'Ibis Budget situé à proximité de l'aéroport. Plusieurs raisons à cela. La première, c'est que mon vol étant très tôt le lendemain matin, cela me permettait d'avoir un pied-à-terre tout en bénéficiant de la proximité. Compter 10 à 15 minutes à pied maximum pour rejoindre l'entrée, mais également de profiter du parking de l'hôtel. Donc, vu que je restais plusieurs jours consécutifs en Pologne, j'ai pu laisser mon véhicule le temps que j'avais besoin, tout en sachant que la première nuit est décomptée quand vous dormez à l'hôtel, ce qui m'a donné au final à peu près 35 € pour 5 nuits là-bas. Le parking est sécurisé, caméra et barrière, et donc c'est un tarif qui est, je pense, avantageux, que j'avais déjà pu réaliser il y a 2 ans. Mon véhicule était en sécurité, et quand je l'ai récupéré, tout s'était très bien passé. Pourquoi dans ces cas-là ne pas avoir opté pour le parking de l'aéroport? À Beauvais, il faut savoir qu'il y a plusieurs parkings, du P1 au P4, tout en sachant que le P4 est situé juste en face de l'Ibis Budget. Forcément, ils ont deux tarifs similaires, mais pas tout à fait la même prestation. Si vous allez faire un tour sur Google, vous verrez que la notation du P4 est bien moindre que celle de l'Ibis Budget en raison du manque de place. Si vous venez un jour où il y a beaucoup de monde, vous n'êtes pas assuré d'avoir une place de parking. Quand je me suis déplacé, j'ai pu constater que plusieurs véhicules étaient sur des bouts de trottoir ou dans l'herbe. Donc suivant la sensibilité que vous pouvez avoir avec votre véhicule, eh bien moi je vous préconise beaucoup plus l'Ibis Budget, qui a un parking plus petit, mais au moins vous avez une vraie place et vous êtes sûr au moins qu'il est également sécurisé. Je l'ai fait cette année et il y a 2 ans et je n'ai eu aucun problème. Une fois dans l'enceinte de l'aéroport, vous allez avoir plusieurs étapes. La première, c'est le check-in, donc ça va être le contrôle de vos bagages. À ce moment-là, je vous préconise fortement de sortir tout votre matériel informatique pour éviter un contrôle supplémentaire juste après, mais également de bien emballer vos produits liquides dans des sachets plastiques transparents qui sont soit distribués dans l'aéroport ou que vous pouvez vous procurer dans le centre-ville par exemple. Une fois le check-in effectué, ce qui peut être relativement long, donc bien évidemment venir en avance par rapport à votre heure de décollage pour éviter d'être stressé si jamais le check-in est plus long que prévu, vous allez arriver au Tutti Fruit, plusieurs boutiques qui vont proposer des produits défiscalisés. Ces produits que vous pourrez emmener dans l'avion, bien évidemment, pensez à bien respecter la taille de votre sac à dos ainsi que le poids pour éviter des contrôles supplémentaires lors de la porte d'embarquement. Si vous prenez des compagnies low cost comme ce qui a été mon cas donc pour Ryanair, vous aurez des totems à l'entrée de la porte d'embarquement vous permettant de vérifier si votre sac à dos est conforme ou non. C'est important de le vérifier au moins une nouvelle fois pour éviter d'avoir des suppléments qui peuvent avoisiner 50 € par bagage supplémentaire ou des bagages qui mettraient en soute. Donc vraiment à vérifier. La porte d'embarquement a une particularité à Paris-Beauvais, c'est qu'elle se situe vraiment en face du Tutti Fruit. Donc contrairement aux autres aéroports, vous n'avez pas besoin de changer de zone, tout est centralisé au même endroit. Donc l'aéroport n'est pas très grand, ce qui permet une certaine facilité, surtout si le contrôle en amont a duré un certain temps. Bon à savoir, vu que la Pologne est située dans l'Union européenne, vous pouvez aussi bien voyager avec votre passeport qu'une carte d'identité. Après 2 heures de vol, l'atterrissage effectué, il ne vous reste plus qu'à rejoindre le centre-ville de Cracovie. Pour cela, à la sortie de l'aéroport, vous aurez plusieurs possibilités, soit de prendre le taxi, soit de prendre le bus. Dans mon cas de figure, j'ai pris le bus. Vous avez la possibilité de prendre des tickets directement à la borne située à la sortie de l'aéroport et vous en aurez pour une quarantaine de minutes le temps de rejoindre le centre-ville. Première chose à connaître sur les transports à Cracovie, il est possible d'acheter ces tickets dans les transports, que ce soit bus ou tramway. Attention, si vous tombez sur un tramway ou un bus qui est plus ancien que les autres, vous n'aurez pas les mêmes bornes et ce seront des bornes où la carte ne sera pas acceptée, il n'y aura que le système de monnaie. Donc, je vous encourage à faire, si vous sentez que vous allez avoir plusieurs trajets, de commander vos tickets directement sur une borne lorsqu'un arrêt le permet, ou si vous êtes dans un bus qui offre la possibilité d'avoir une borne permettant la carte bancaire, de prendre plus de tickets. Comme ça vous évitera justement d'être pris au dépourvu dans des transports qui sont plus anciens. Une fois dans le centre-ville, la première activité consistait à visiter le château de Wawel. Pour celles et ceux qui ne l'ont jamais visité, il n'est pas possible d'avoir un billet unique permettant de visiter l'entièreté du château. Il
se décompose en différentes sections et il vous faudra choisir les sections que vous voulez voir. Nous avons pris 3 billets différents, un billet pour la cathédrale du château, un autre billet pour visiter le premier et second étage et un autre pour visiter l'exposition des bijoux de la reine. Les 3 visites nous ont pris à peu près 3 heures avec chacune ses particularités, tant au niveau de l'architecture que des objets qui étaient présents. Forcément, dans la cathédrale, vous allez pouvoir voir différentes structures architecturales, mais également la possibilité de monter pour voir le clocher et même de pouvoir toucher les cloches. Vous allez pouvoir également descendre dans une crypte, à la différence de la visite du premier et second étage qui va plus ressembler à un musée. Vous allez pouvoir voir pièce après pièce le mobilier d'époque, à la fois les tapisseries, les meubles, voir également les particularités du château en tant que tel. Et enfin, la dernière exposition donc autour des bijoux de la reine, elle va plus se focaliser sur les joyaux, sur comment étaient habillés les chevaux ou les chars lorsqu'il y avait la guerre, de voir également aussi l'épée qui a servi pour le roi lors des batailles. Donc suivant la sensibilité que vous allez avoir, chaque section a vraiment son identité propre. Je vous encourage vraiment à en faire au moins 2, de manière à avoir vraiment le patrimoine culturel qu'offre le château. La visite du château étant terminée, il était maintenant temps de rejoindre le centre-ville de Cracovie. Pour celles et ceux qui ne sont jamais allés là-bas, c'est vraiment l'un des endroits les plus beaux de la ville et notamment sa place principale. Là-bas, vous pourrez faire des tours en calèche, visiter le marché local et notamment visiter la basilique Sainte-Mary située proche de la place. L'entrée est payante, mais ce n'est pas très onéreux, mais je vous encourage vraiment à le faire parce qu'une fois à l'intérieur, vous verrez des mariages de couleurs qui sont assez spectaculaires, vous verrez différents styles architecturaux qui se croisent et qui valent vraiment le détour. La visite là-bas dure à peu près 30-40 minutes, ça peut varier en fonction de votre sensibilité à l'architecture de manière générale, mais en tout cas, c'est vraiment pour moi le passage obligé pour voir directement ce que propose de mieux Cracovie. Concernant le tour en calèche, je vous conseille de le faire au moins une fois. Ce n'est pas très onéreux non plus, ça vous permet de faire un tour à peu près entre 15 et 20 minutes, donc à la fois passer dans des ruelles pavées, mais également proche du château, donc c'est vraiment une expérience insolite et originale à faire que je vous recommande. Concernant le marché, je vous encourage également à le faire, il y a de multiples boutiques, certaines spécialisées dans des objets religieux, d'autres qui sont plus dans des objets souvenirs, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, et il y a 2 allées bien distinctes qui sont assez grandes et assez spacieuses, vous trouverez forcément votre bonheur là-bas. La fin de journée arrivant, il était maintenant temps d'aller au restaurant et nous en avions trouvé un proche de la place principale. Un restaurant qui se voulait gastronomique avec des produits locaux. Il faut savoir qu'en Pologne, tout comme au Royaume-Uni ou dans d'autres pays, les frais de service sont positionnés lors de l'addition. Donc vous avez la possibilité de les régler ou non, mais en tout cas, ils sont mis pour permettre, vu que le régime est différent par rapport à la France, de payer aussi une partie des salariés. Donc vous êtes en droit de les refuser si le service n'a pas été convenable ou de les accepter si vous avez trouvé que le service était bon. Dans notre cas de figure, nous les avions payés parce que le service était vraiment soigné sans en faire trop. Le restaurant terminé, direction le Airbnb, et si vous avez vu ma vidéo sur Londres, eh bien là pas besoin de métro ou de mode de transport particulier. À Cracovie, tout se fait véritablement à 20 minutes à pied, en tout cas la grande majorité. Donc c'est assez agréable, surtout quand il fait beau, de tout avoir à proximité. Pour le Airbnb, je suis passé par un professionnel pour plusieurs raisons. La première, c'est que le tarif était très avantageux. Au moment où nous sommes allés, il y avait des travaux qui étaient prévus dès 8 h le matin. La chance que nous avons eue, c'est que les travaux n'avaient pas commencé vers 8 h et donc nous avons pu avoir un tarif préférentiel pour un appartement qui était très qualitatif. Je vous mets des vidéos de l'appartement, donc c'était vraiment très agréable. La seconde, le système de notation que je vous encourage toujours à vérifier sur Airbnb, qui était vraiment excellent. C'était vraiment un réseau professionnel, donc il y avait vraiment plusieurs appartements qui étaient loués. On voyait qu'ils avaient l'habitude. On n'a eu aucun mal à récupérer les clés, trouver l'appartement. Vraiment, je recommande en tout cas ce système que nous avons pris. La deuxième journée débute par un brunch qui est assez populaire à Cracovie, qui se situe dans le centre et qui va proposer des Irish breakfast à un tarif tout à fait avantageux, qui va permettre de mêler une assiette qui va être assez copieuse. Il y a une majorité d'éléments qui sont faits de manière locale. C'est vraiment un petit restaurant, donc il faut venir assez tôt le matin pour être sûr d'avoir une place. Les gens restent généralement à 30-40 minutes, mais si vous vous débrouillez bien pour arriver vers l'ouverture, vous aurez une place assurée, et c'est un établissement que je recommande car la nourriture est vraiment bonne, il y a de la variété, tant au niveau sur la boisson, donc j'ai pu prendre par exemple un jus d'orange pressé, que par le Irish breakfast que je vous parlais juste avant, donc vraiment des assiettes copieuses, de la grande variété, donc pour bien débuter la journée, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Suite à cela, direction les mines de sel. Même si je vous ai expliqué précédemment que la plupart des activités se faisaient sans transport, là les mines sont situées en dehors de la ville, donc bien évidemment il fallait prendre un bus pour se rendre là-bas. Une fois arrivé à la mine de sel, vous allez patienter dans une des files d'attente en fonction de votre langue, et une fois cela fait, un guide viendra vous chercher
et vous faire 3 heures de visite, parcourir 3 km et voir 1% de la mine. Alors pourquoi 1% de la mine? Parce qu'elle est tellement immense que ce serait impossible de tout voir, mais en tout cas pendant ces 3 heures, vous allez parcourir les choses les plus intéressantes, tant sur la vie des mineurs que sur les infrastructures qui sont vraiment magnifiques. Je pense notamment à la cathédrale de sel, où même les lustres sont faits en sel. Je pense notamment aux statues qui sont faits en sel également, des reconstitutions des différents modes de vie que pouvaient avoir les mineurs à l'époque, et agrémentés d'histoires autour de la reine, du pays en tant que tel, qui favorise du coup l'immersion dans l'histoire globale du lieu. Vous allez pouvoir également avoir une pause entre deux pour vous restaurer et éventuellement avoir le temps d'acheter quelques souvenirs, mais en tout cas l'infrastructure est tellement majestueuse, tellement immense, vous passez tellement d'un univers à un autre, d'un lac à une cathédrale, qu'en fait vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Donc pour moi c'est un incontournable à faire, ça vaut son prix, mais c'est vraiment pour moi une activité qu'il faut vraiment faire et qu'il faut vraiment savourer. À la fin de cette activité, vous aurez deux possibilités, soit de remonter à la surface, soit de continuer dans un musée qui va plus en profondeur dans le matériel et les outils qu'utilisaient les mineurs. Donc c'est vraiment un approfondissement de la visite que je conseille de faire, parce qu'en fait c'est inclus dans la visite, vous n'avez pas à débourser plus. Ça va durer 30-40 minutes, ça peut être assez rapide parce que les guides sont bénévoles et donc ils essayent de montrer au mieux dans un temps qui est imparti pour satisfaire tout le monde. Mais je vous encourage, si vous avez la possibilité et le temps, de faire cette visite complémentaire. Bien évidemment, quand vous revenez à la surface, vous avez une nouvelle boutique souvenir qui est cette fois-ci un peu plus grande que celle que j'abordais précédemment lors du milieu de la visite, où vous allez pouvoir trouver différents objets qui sont à la fois venant de la mine ou souvenirs de la ville de Cracovie. Moi, je me suis permis de ramener un souvenir en sel, donc qui est quand même assez symbolique et assez original. Tout est fait pour que vous puissiez passer un moment qui soit vraiment complet là-bas. Et encore une fois, je vous le dis, je vous le recommande. La mine de sel terminée, le retour en bus effectué, il était maintenant temps de visiter l'un des endroits emblématiques de Cracovie, le quartier juif, également connu sous le nom de Kazimierz. Donc c'est un endroit que je recommande, tout simplement parce qu'il y a un style de vie qui est vraiment propre et différent par rapport au centre-ville. Vous aurez plusieurs possibilités là-bas. La première est bien de déguster de la vodka locale en compagnie de musiciens de rue qui seront présents à certains endroits. Donc c'est très agréable de pouvoir siroter son verre en terrasse tout en profitant d'un concert de rue, mais également de visiter des monuments religieux et de pouvoir bénéficier sur certains d'avoir un cimetière juif derrière, donc ce qui est quand même un privilège. L'entrée n'est pas gratuite, mais ça reste tout à fait raisonnable. Vous allez pouvoir visiter, notamment en plein centre, un cimetière qui est dédié à plusieurs personnalités politiques ou connues de la culture juive. Pour moi, ça vaut vraiment le détour, ne serait-ce que pour sa culture personnelle, mais également vous allez pouvoir profiter de petites boutiques qui sont assez atypiques, de librairies qui vont proposer des ouvrages qui sont très intéressants autour de la culture juive. Vraiment, que ce soit pour manger, que pour l'aspect culturel ou pour l'aspect historique, je vous recommande vraiment ce lieu parce qu'il est certes chargé d'histoire, mais pas seulement. Il vous permet aussi d'avoir une autre vision de la ville et de pouvoir profiter d'activités qui sont vraiment en dehors du temps. Pour terminer cette deuxième journée, nous avons mangé non pas au quartier juif, cela viendra plus tard, mais dans un restaurant que nous avions réservé qui s'appelle Chimera. C'est un restaurant avec un concept qui est très singulier, qui se veut comme un self-service. Vous choisissez le nombre d'assortiments que vous souhaitez, ils vous le servent devant vous, et en fait la particularité c'est que à la fois vous prenez les assortiments que vous souhaitez par rapport à ce que vos papilles gustatives veulent, mais c'est surtout que le prix est très intéressant. Nous en avons eu pour 30 zloty pour 3 personnes, ce qui est relativement intéressant. C'est une solution qui est rapide, qui est efficace. Il n'y avait pas beaucoup de monde le soir où nous y sommes allés, donc on était en semaine. Ça peut être très intéressant si vous n'y êtes jamais allé, car c'est vraiment un concept atypique. Vous en avez vraiment pour votre argent, et en fait la politique c'est d'avoir des produits entièrement locaux, donc vraiment un endroit que je recommande. Troisième journée, et elle débute par le musée Czartoryski, peut-être un nom que vous ne connaissez pas, mais pour moi c'est un musée qui vaut vraiment le détour. Déjà en premier lieu, le musée est dans un ancien bâtiment qui a vraiment beaucoup de charme, donc ne serait-ce que pour visualiser ce lieu, c'est vraiment assez impressionnant, surtout que la visite guidée vous permet d'aller au premier étage et vraiment prendre pleine conscience du lieu, mais également parce qu'il y a une grande richesse de costumes, d'objets de la royauté polonaise, mais également de très grandes œuvres d'art. Vous allez pouvoir voir par exemple un Rembrandt ou même un Léonard de Vinci. Donc c'est un musée qui est très bien fait, ce n'est pas le moins cher, mais en tout cas il est très bien fait dans le sens où vous allez avoir un audio guide vous permettant d'avoir une étude approfondie sur les œuvres pièce par pièce qui ont marqué l'histoire de la Pologne, et notamment justement vous pourrez dire que vous avez vu un Léonard de Vinci à Cracovie.
Suite à cette visite, vous allez pouvoir bénéficier du restaurant et de la boutique souvenir. Attention toutefois, comme la plupart des musées sur Cracovie ou la plupart des commerces, ce n'est pas ouvert avant 10 h. Donc si vous êtes un ou une lève tôt, il faudra faire attention à bien respecter ces horaires-là parce que la plupart des commerces ou des musées n'ouvrent qu'à ces heures-là. Une fois sorti du musée, direction Europcar. Alors cela peut surprendre, mais il y a une raison tout à fait logique derrière cela. D'un point de vue logistique, il nous fallait un véhicule pour les 2 jours à venir, à la fois pour organiser une première session à Auschwitz-Birkenau que je vous présenterai juste après, et une autre pour aller jusqu'à Varsovie. Donc j'avais effectué ma réservation sur Europcar 15 jours avant le début du voyage en Pologne sur internet. J'avais pu réserver le modèle, le nombre de kilomètres que j'allais faire et également les dates à laquelle j'allais avoir besoin du véhicule. Une fois arrivé à Europcar, il fallait juste que je donne mon permis de conduire, remplir quelques papiers, notamment au niveau de l'assurance, de l'état du véhicule. Cela a pris à peu près une vingtaine de minutes et ensuite le véhicule nous est amené. Donc nous avons eu de la chance d'avoir un véhicule qui était quasiment neuf, dans un état irréprochable, et donc ça nous permettait d'avoir une solution rapide et efficace pour nos futurs déplacements. Une fois cela fait et la voiture entre nos mains, il ne restait plus qu'à faire le trajet vers notre première destination, à Auschwitz-Birkenau. En voiture, comptez à peu près 1h20 de trajet, et une fois arrivé sur les lieux, il y a deux possibilités, soit faire Birkenau, soit faire Auschwitz, ou inversement. Il faut bien comprendre que ce sont deux lieux distincts, séparés d'1 kilomètre de distance. Alors véritablement, ils sont quand même à proximité, mais la différence est quand même notable, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de monde à Auschwitz qu'à Birkenau, notamment à cause du nom qui est beaucoup plus connu pour Auschwitz. Le second point à prendre en considération, c'est qu'à partir de 16 h, et ce, peu importe le jour, les entrées sont gratuites à Auschwitz et Birkenau. Donc c'est un élément essentiel à savoir, vous n'avez pas besoin de payer votre place après 16 h. Avant ce créneau-là, c'est surtout réservé aux visites guidées, et cela dès le matin même. Il faut savoir également que nous avons récupéré le véhicule à midi et nous sommes partis vers 13 h, ce qui nous fait arriver à peu près vers 14h20, 14h30 là-bas. Nous avons demandé à Birkenau, à un vigile présent, s'il était possible de rentrer plus tôt, même si nous avions des billets pour 16 h, de manière à profiter plus longtemps du site. Pourquoi d'abord statuer sur Birkenau? Eh bien tout simplement parce que ce site est moins prisé par les touristes. Donc il est un peu plus facile d'y rentrer et nous avons eu la chance de rentrer plus facilement et directement à Birkenau. Une fois sur le site de Birkenau, je vous encourage à aller à la boutique souvenir, non pas pour acquérir un objet, mais pour prendre un guide papier dans votre langue qui vous permettra de voir les différents points stratégiques du site. Il faut savoir qu'à Birkenau, entre l'entrée, donc là où vous arrivez, et le bout du site, il y a environ 800 mètres. Et là, ce n'est que l'allée principale où vous allez pouvoir voir le wagon et les fameuses rails qui sont connues. Mais de chaque côté, il va y avoir différents baraquements, celui pour les femmes et les enfants, celui pour les hommes, celui où il y avait les différentes affaires, les chambres à gaz et j'en passe. Donc le temps de faire le trajet, 1h30, si on refait le calcul, 15h30 quand nous sommes arrivés et qu'il fallait se rendre à Auschwitz à 16 h, 1h30 n'est clairement pas suffisant. Il faut au minimum 3 heures pour s'imprégner vraiment du lieu, tant par l'histoire que de bien comprendre comment historiquement ça s'est produit là-bas. L'autre paramètre à prendre aussi à Birkenau, c'est que vous avez la possibilité de vous garer à proximité, mais ce parking est payant. Il vous coûtera 10 zloty. Vous êtes à proximité, mais il est également possible, et c'est ce que nous avons fait, de vous garer dans des rues annexes, où même il y a certains voisins qui surveillent ou qui vous disent même bonjour, et vous avez la possibilité de vous garer, comme ça vous économisez 10 zloty, c'est un peu plus loin, mais si vous avez un peu plus de temps, ça peut être une alternative qui peut être plus intéressante. Un petit tips, si vous sortez de Birkenau en direction du parking et que vous vous dirigez vers les premières habitations, vous verrez que sur une ligne de chemin de fer, donc la fameuse ligne qui rejoint le camp, vous verrez un wagon qui a été laissé en état d'origine, contrairement à celui qui est présent dans Birkenau qui a été rénové. Donc ça vous permet aussi de voir ce fameux wagon, comment il était à l'époque où les juifs arrivaient au camp de concentration. 16 h approchant, il était maintenant temps de se diriger vers Auschwitz. Donc pour rappel, il n'y a qu'1 kilomètre de distance, mais ce qui est bien avec la voiture, c'est que nous avons pu partir à l'heure que nous voulions pour coïncider avec 16 h, à l'heure à laquelle nous pouvions rentrer. Arrivé, bien du coup, vous avez forcément un parking qui est payant, cette fois-ci 5 zloty, donc on a préféré le prendre pour être plus rapidement sur les lieux, et pour le coup ce parking est vraiment juste en face de l'entrée, donc c'est pareil, vous pouvez vous garer dans des rues annexes. Nous avons fait le choix de nous garer à l'entrée du lieu. En arrivant sur le site, vous arriverez très certainement vers la nouvelle entrée d'Auschwitz. Moi je l'ai connue il y a quelques années de cela vers l'ancienne entrée, là ils ont tout rénové, et donc tout le monde, que ce soit les groupes ou les individuels, arrive par cette même porte d'entrée. Si vous arrivez comme nous vers 16 h, vous verrez une file d'attente qui est quand même assez impressionnante. Rassurez-vous, l'entrée se fait assez rapidement, c'est juste que les gens patientent le temps qu'il soit 16 h, et à 16 h pile, ils ouvrent les portes. Une fois rentré sur le site d'Auschwitz, vous aurez un contrôle des sacs, donc similaire à celui de l'aéroport. La nourriture est acceptée,
côté. Évidemment, tout ce qui va être couteau, ciseaux, eh bien c'est refusé bien évidemment. Mais en tout cas, le passage se fait assez rapidement. Et suite à cela, vous allez avoir un très long chemin à parcourir. Vous entendrez les voix des différents noms des gens qui ont été déportés au camp pour arriver au site principal. Une fois sur le site, je vous préconise d'attendre avant de prendre des photos du portail d'entrée, et bien tout simplement parce que plus les heures vont avancer, plus les gens vont partir, et assez rapidement vous allez pouvoir prendre des photos sans avoir trop de personnes autour de vous. Lors de votre visite, je vous préconise également d'avoir un guide papier comme pour Birkenau, afin d'avoir un maximum d'informations sur les endroits à voir. Auschwitz est plus petit, mais plus condensé. Les baraquements sont les uns à côté des autres, et chaque baraquement va avoir une thématique propre. Vous allez avoir des thématiques comme la vie des prisonniers au sein du camp, vous allez avoir des thématiques sur les essais cliniques qui étaient réalisés sur eux. Donc il y a vraiment une partie qui va être assez ancienne et qui va vraiment refléter comment vivaient les prisonniers à l'époque, et une autre partie plus modernisée qui va mettre en exergue la guerre mondiale en tant que telle et comment ça a eu un impact notable sur le monde. Il est bien évidemment important de voir tous les baraquements. Les plus anciens sont forcément les plus prisés parce que vous allez voir eh bien, les choses les plus marquantes, notamment les objets volés, les montagnes de cheveux, les montagnes de chaussures, donc en fait des endroits assez touchants. Le fait d'avoir le guide papier vous donne vraiment une dimension supplémentaire sur l'information parce que tous les écriteaux ne sont pas suffisants, il y en a certains qui sont assez succincts, donc vraiment ça peut permettre d'approfondir le témoignage des différents prisonniers mais aussi en tant que tel sur le site. Et au fur et à mesure que vous avancez sur les baraquements, eh bien vous verrez ceux qui sont plus modernes, mais vous verrez aussi par exemple une potence publique, là où l'orchestre jouait. Vous verrez également une chambre à gaz complète qui est visitable, donc à la fois dans les instruments qui permettaient, une fois que les corps étaient brûlés, d'être transférés, mais également la chambre à gaz en tant que telle, où on peut voir eh bien, les différentes ouvertures, les aérations où le fameux gaz était mis. Donc il y a vraiment un tour d'horizon qui est assez fort et assez présent pour Auschwitz. Donc pareil, au moins 2 à 3 heures de visite pour vraiment bien s'imprégner du lieu que je conseille. Et à la sortie du site, vous aurez également une boutique souvenir et un restaurant avant de repartir. Quatrième jour, direction Varsovie. Donc il faut savoir qu'entre Cracovie et Varsovie, vous en avez pour un peu plus de 3 heures de route, mais par voie rapide, il n'y a pas de péage, donc le temps passe relativement vite. La bonne surprise que nous avons eue en arrivant sur Varsovie, c'est que le week-end, le parking est gratuit, donc nous avons pu rapidement déposer la voiture dans le centre-ville, à proximité du futur Airbnb que nous aurons, et pouvoir commencer les différentes activités dans le centre-ville. Varsovie en tant que telle n'est pas une ville inintéressante, mais c'est une ville qui est assez austère. Si vous venez pour voir le charme de la ville, vous allez vite être déçu, car hormis le centre historique, dès que vous vous éloignez un peu, c'est une ville qui est assez grise, qui est assez morte en fait finalement, et pour autant nous sommes venus un week-end. C'est sûr que pour le coup, Cracovie a plus de vie, a plus de charme. Première étape, le musée de l'histoire juive, donc le Pauline, que je vous recommande fortement de faire, déjà par son architecture qui est très singulière, mais également pour le soin apporté aux différentes étapes donc dans le parcours, qui va raconter toute l'histoire culturelle juive. Donc vous allez vraiment partir de la Genèse, et au fur et à mesure de votre parcours, vous allez aller de siècle en siècle, et à chaque fois vous allez avoir pas mal d'interactivité et d'immersion, notamment avec un temple qui a été recréé, une place de marché, afin de comprendre vraiment comment ils vivaient, de voir éventuellement des anciens rites, des anciennes bibliothèques, et une ancienne gare aussi également. Donc vraiment en fait tout est fait pour avoir une interactivité, une immersion qui est vraiment soignée. La visite dure à peu près 2 heures, donc il va de la Genèse jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et avec une petite partie sur de nos jours. C'est vraiment bien fait, je vous encourage vraiment parce qu'il n'y a pas que de la lecture, l'audio guide aussi est un plus, ça vous permet, eh bien, comme à chaque fois, d'avoir un complément d'information. Vous avez vraiment, eh bien, comme je disais, pas mal de pièces qui sont travaillées d'une époque à une autre. Vraiment, c'est un endroit que je recommande. Ensuite, cap sur le musée du communisme, qui est un musée qui est beaucoup plus petit, sans audio guide. Là, vous avez un système qui est différent. Vous pouvez télécharger l'application du musée sur votre téléphone et vous avez juste à rentrer les numéros de là où vous êtes pour avoir le texte correspondant. Donc, c'est un musée qui est beaucoup plus intimiste, qui laisse entrevoir, eh bien, les différents ustensiles, les différents modes de fonctionnement autour du communisme, donc que ce soit par exemple à travers des gens quand ils travaillaient, leur domicile en tant que tel, les différents électroménagers qu'il pouvait y avoir en fait dans la vie courante, mais également aussi d'anciennes cabines téléphoniques, un ancien restaurant, une ancienne crèche, bref, un panel quand même assez large. Ça vaut le détour, c'est un musée qui est, comme je le disais, plus petit, mais qui est plus accessible, il y a moins de monde, donc ça peut être aussi intéressant d'avoir ce complément d'information sur cette partie de l'histoire. Ensuite, direction, eh bien, le cœur
historique, donc même si j'en ai parlé en préambule dans ma vidéo, ça reste quand même quelque chose à voir, c'est quelque chose d'assez atypique. Quand vous arrivez dans le centre historique, eh bien vous avez le château d'un côté et de l'autre d'anciennes habitations, donc avec des boutiques souvenirs, une place principale où on voit des vieux commerces, donc ça nous a permis aussi de trouver une idée de restaurant le soir pour manger justement local. C'est quand même une visite que je vous encourage, il y a des anciens brocanteurs qui vendent eh bien, des objets historiques autour du communisme, autour de la Seconde Guerre mondiale, d'anciens livres aussi juifs, donc vous pouvez facilement trouver votre bonheur en fonction de ce que vous recherchez, que ce soit pour prendre des photos, que ce soit également pour chiner un objet ou en tout cas pour se faire un bon repas. Et justement, nous avons trouvé un restaurant qui s'appelait Karmnik, qui proposait de la cuisine locale et notamment des pierogi, donc il y en a quand même pas mal, de saveurs différentes, donc c'est vraiment typique polonais, c'est vraiment très bon, donc si vous passez par là, je vous encourage de prendre ce genre de plat parce que le restaurant dans lequel on a été, c'était vraiment présenté, il y avait de la saveur, il y avait de la variété, le cadre était intimiste, les gens étaient vraiment adorables avec nous. Moi, je vous préconise dans ce genre de cas de figure de vraiment prendre au maximum du fait maison, du local, pour vraiment passer un bon moment. Une fois sorti du restaurant, il fallait maintenant rejoindre notre Airbnb sur Varsovie. Donc nous avons repris les transports en commun qui sont quand même assez réguliers et assez tard dans la nuit. Forcément, nous sommes dans une grande ville, donc pas de difficultés particulières. Nous avions laissé la voiture à proximité du Airbnb. Et suite à cela, nous avions découvert notre Airbnb qui cette fois-ci était une particulier qui nous avait laissé l'appartement. La différence notable entre ce Airbnb-là et celui que nous avions sur Cracovie, c'est que l'appartement était plus ou moins propre. On sentait que le ménage avait été fait à la va-vite. Ça allait parce qu'on ne restait qu'une nuit, mais on a eu la bonne surprise de découvrir qu'il y avait un lapin dedans qui n'était pas précisé dans l'annonce. Donc c'est pour ça, essayer de voir aussi l'ancienneté des annonces, savoir si des gens précisent des choses ou non, mais en tout cas un lapin avait été laissé. Le dernier commentaire le mentionnait, mais quand on ne regarde pas systématiquement les commentaires, eh bien on ne le sait pas. Alors le fait d'avoir un lapin n'est pas un problème, mais ça peut vite le devenir si quelqu'un est allergique. Nous étions 3, il n'y avait pas de problème là-dessus, mais ça aurait été bon de le préciser. En tout cas, notre nuit s'est faite, nous restions qu'une nuit à Varsovie et nous avons bien dormi là-bas. 5e jour en Pologne et 2e et dernier jour sur Varsovie, première étape, l'université de Varsovie. Le moyen d'accès est de rentrer directement, vous arrivez dans un immense hall où vous pouvez soit à droite accéder aux classes, à l'université en tant que telle, mais n'importe qui ne peut pas y aller, il y a un système de contrôle bien évidemment, et en allant tout droit, vous allez vers les jardins et vous allez pouvoir accéder au rooftop. Ce n'est clairement pas l'activité que j'ai préférée, même si elle est ouverte d'avril à octobre, tout simplement parce que je pense que c'est plus intéressant de le voir quand c'est plus fleuri. Le rooftop en lui-même est intéressant, mais n'offre pas une vue qui est magistrale non plus. Je pense vraiment qu'il est plus intéressant de le visiter vers juin ou juillet, vraiment quand il fait beau, parce que forcément le temps en Pologne peut varier, et nous quand nous avons visité, il faisait beau, mais avec du vent quand même, donc ce qui gâche un peu l'expérience. Donc je préconise vraiment de visiter un jour où il fait beau et il fait chaud, et justement où la majorité des plantes présentes sont fleuries. Ensuite, direction le château de Varsovie, que je vous parlais préalablement dans la vidéo, donc au sein du centre historique. Nous sommes allés chercher nos billets directement à l'accueil, donc il n'y avait pas de file d'attente particulière. Et ensuite, nous étions en route pour visiter le château. Qui dit château dit grands espaces, il y a beaucoup de choses à voir. L'avantage du château de Varsovie, c'est que si vous voulez vraiment être immergé dans les décors d'origine, c'est vraiment le bon endroit, contrairement au château de Wawel que j'exposais tout à l'heure, où en fait, c'est plutôt des objets qui sont exposés au fur et à mesure des pièces que vous voyez. Là, il y a vraiment toute une architecture qui a été refaite parce que le château avait brûlé en grande partie. Donc une grande partie est vraiment refaite et vraiment paraît presque neuve. Donc je vous encourage vraiment à voir, il y a des pièces qui sont magnifiques. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Vous voyez vraiment le mobilier d'origine avec des pièces aux coloris différentes, aux matières différentes. Vous avez vraiment des statues qui sont incroyables. Mais pour moi, la grosse différence et qui vaut le détour, c'est vraiment le soin apporté à la remise en état des pièces qui sont majestueuses. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On l'avait fait également, comme vous en doutez, avec un audio guide pour vraiment avoir tous les détails. Donc il y a vraiment cette volonté d'approfondir le sujet pièce après pièce qui vaut vraiment le détour. Donc moi je vous encourage vraiment à faire cette visite. On est resté 2 heures, c'est pareil, le tarif d'entrée n'est pas onéreux. Donc il y a certains jours où c'est gratuit, renseignez-vous en amont. Je sais qu'il y a certains sujets où le mardi c'est gratuit, d'autres c'est le jeudi, donc ça dépend vraiment des établissements. Mais en tout cas c'est un endroit que je recommande fortement. La série des musées continue et le dernier pour cette journée est le musée de l'insurrection. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous le recommande également fortement pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un musée qui est assez grand, qui est assez fourni en termes d'éléments. Quand vous arrivez, vous avez par exemple toute une session sur la propagande en tant que telle, à travers les campagnes d'affichage, à travers l'imprimerie, donc comment ça a eu un impact sur cette période-là. Vous allez pouvoir visiter l'intérieur d'un bunker. Vous allez également pouvoir voir dans un espace assez immersif l'intérieur d'un égout, savoir comment les soldats pouvaient circuler dedans pendant l'insurrection. Vous allez également pouvoir avoir des affiches
d'affichage qui sont très bien faits sur comment le système Morse était mis en place, comment la propagande était diffusée dans les musées, comment du coup l'insurrection a démarré, a continué et comment ça s'est terminé. Donc vraiment un musée qui est assez complet, beaucoup de belles pièces d'histoire, beaucoup d'explications, c'est assez immersif, c'est vraiment le point commun que j'ai trouvé entre les différents musées à Varsovie, c'est vraiment de jouer sur l'immersion et ne pas juste mettre des panneaux d'affichage juste pour expliquer que cet objet correspond à cela. Donc vraiment, si vous avez un attrait pour la guerre, la Seconde Guerre mondiale, en tout cas pour cette partie de l'histoire, je vous recommande parce que ça vaut vraiment le détour. Le séjour sur Varsovie se terminant, nous avons rejoint notre voiture et avons fait le sens inverse pour le retour avec notre fameuse voiture qu'il fallait justement redonner à Europcar. Donc je vous laissais entendre un peu plus tôt dans la vidéo que pour réserver sa voiture c'était facile, et bien le retour l'est tout autant. Il fallait juste au moment du retour la laisser dans un parking souterrain avec un ticket au moment de entrer dans le parking souterrain pour montrer à l'heure à laquelle je suis arrivé pour éviter d'avoir un supplément par rapport à ma réservation. Et suite à cela, eh bien remonter, aller à l'accueil, déposer les clés, le signifier à l'hôtesse d'accueil et en fait c'est terminé. Le lendemain, eh bien on m'a juste précisé que la caution qui avait été bloquée pour le véhicule eh bien allait être rétablie parce qu'ils avaient constaté qu'il n'y avait aucun problème sur le véhicule et ça s'en est terminé là. Donc c'est très bien, c'était simple, rapide et efficace. Direction le troisième et dernier Airbnb de notre voyage en Pologne et nous avions également réservé par le même système de professionnels que le premier logement à Cracovie et encore une fois nous n'étions pas déçus, nous avons pu voir eh bien, un appartement différent, toujours aussi bien soigné, le contact était toujours aussi agréable, les informations étaient claires, donc voilà, rien de plus à dire là-dessus parce que ça remplissait complètement le job. Sixième et avant-dernier jour de notre voyage en Pologne et aujourd'hui c'est Auschwitz-Birkenau, la deuxième session. Je vous avais expliqué plus tôt en vidéo comment s'était déroulée cette première session. Et bien là l'idée c'était de profiter des créneaux qui n'étaient pas gratuits avec la visite guidée et de faire appel à ce qu'on appelle Super Krakow, donc qui est un service qui propose de venir vous chercher à un endroit attitré dans un véhicule, de vous emmener à Auschwitz et de soit prendre une visite avec un guide physique ou soit de prendre un guide papier similaire à ce que je vous parlais plus tôt dans les boutiques souvenirs. Nous avons pris la seconde option, il y a 2 ans nous avons pris le guide physique, mais cette fois-ci le guide papier, tout simplement pour nous laisser un battement un peu plus long, parce que quand vous avez un guide physique, eh bien vous le suivez bien évidemment, et ça peut être assez rapide. Là c'était vraiment de prendre le temps par rapport à ce que nous avions vu eh bien, lors de la première session, et de vraiment nous faire un complément d'information. Attention toutefois, le service de Super Krakow que nous avons pris était certes intéressant, nous en avions eu pour 70 € pour 3, prenant le transport et les lieux. Pour autant, c'est quelque chose qui passe rapidement, donc ils sont venus nous chercher eh bien, plus tardivement que ce qui était prévu. C'était déjà le cas il y a 2 ans. Donc au lieu de venir à 9 h, ils sont venus à 11 h. Donc nous sommes arrivés véritablement vers 12h30 sur le premier site à Birkenau. Donc autant vous dire que finalement, eh bien, une partie de la journée était un peu amputée, ce qui est dommage. Mais une fois sur place, ils nous ont laissé 2 heures seulement sur le site. Donc heureusement que la première session avait été effective. Ça nous a permis d'avoir malgré tout 2 heures supplémentaires, mais ça reste quand même insuffisant. Donc on a quand même pu heureusement voir la totalité, même si certains baraquements étaient en travaux. Mais pour vraiment prendre le temps et vraiment de s'imprégner du lieu, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il faut au minimum 3 heures pour avoir vraiment l'entièreté des informations. Suite à cela, nous avons rejoint eh bien, le bus pour qu'il puisse nous emmener en direction d'Auschwitz. Là, la seconde mauvaise surprise, et c'est pour ça soyez vigilants quand vous allez réserver potentiellement votre visite guidée, c'est qu'en fait cette mauvaise surprise était de constater que nous sommes arrivés à Auschwitz aux alentours de 16 h. Donc en fait ils ont complètement surfé sur le créneau gratuit. Donc en fait finalement le sentiment à ce moment-là est d'avoir juste payé pour le transport. Si on avait pu relouer un Europcar, nous l'aurions fait pour cette journée-là, ça aurait été plus pratique, nous aurions pu rester le temps que nous voulions. C'est vraiment la notion de rentrer sur le site qui est problématique avant 16 h. Ce sont des choses à bien réfléchir en amont quand vous allez organiser votre visite. Une fois que nous sommes arrivés à 16 h, pas de traitement de faveur ni rien, comme c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous arrivez sur la même file d'attente que les individuels, que les groupes, donc tout le monde est logé à la même enseigne. Nous avons fait le même processus, toujours avec notre guide papier, et de là, 2 heures sur place avant de repartir. En échangeant avec des gens dans la queue qui étaient aussi avec Super Krakow, mais d'un autre groupe, eux avaient pu bénéficier de 3 heures à Birkenau, là où nous en avions un peu moins de 2. Donc c'est d'autant plus frustrant de voir que certains groupes qui avaient pris la même prestation avaient plus de temps. Soyez vigilants lors de votre réservation, regardez bien toutes les modalités
vérifié, moi j'avais regardé, il y a quand même des surprises le jour J. J'avais réservé avec Get Your Guide, qui est une plateforme à qui j'ai pu référer de cette expérience que j'avais trouvée mitigée. Ils ont été vraiment sympas et ils m'ont remboursé 50% du montant suite à l'explicatif de cette session que j'ai trouvé vraiment, comme je disais, mitigée. Une fois sur Auschwitz, 2 heures, donc pareil, que ce soit Birkenau ou Auschwitz, je vous conseille vraiment d'avoir 3 heures minimum pour visiter, donc vous pouvez l'étendre à 4-5 heures s'il faut, suivant votre sensibilité, le temps de tout voir. Et ensuite est venu le retour en bus jusqu'à Cracovie. Une fois cette deuxième session faite à Auschwitz-Birkenau, il était de mise, comme je vous le disais préalablement dans la vidéo, d'au moins tester un restaurant juif. Donc nous sommes retournés à Kazimir et nous avons pu réserver un restaurant qui s'appelle Once Upon a Time. Même si le nom ne fait pas très juif, c'est un restaurant qui est quand même reconnu, il est proche de la place principale. Et pourquoi avoir choisi aussi ce restaurant? C'est parce que, comme je disais tout à l'heure, il y avait de la musique de rue, mais vous pouvez également avoir de la musique dans le bar. Donc ils proposaient ça tous les soirs. Donc c'est très intéressant de manger local tout en ayant un concert au bout de la table, vraiment dans la droite lignée de la musique juive. C'est vraiment un cadre que je trouve vraiment très atypique et vraiment très immersif, au moins à essayer une fois. Et la nourriture était très bonne et ça permettait de voir une dernière fois les vodkas locales, au moins essayer. Vous en avez des fortes, des fruitées, donc ça permet aussi pour ceux qui sont adeptes de la nourriture de tester d'autres spécialités. Septième et dernière journée de mon voyage en Pologne, et cette journée va être assez restreinte, notamment parce que mon vol retour était prévu à 15h30. Le temps d'arriver à l'aéroport, autant vous dire qu'une bonne partie de la journée était quand même bien occupée. Et également pour rappel, ce que je vous disais préalablement dans la vidéo, la plupart des activités commençant à 10h, nous n'avons pu faire qu'une seule activité qui est le musée Oskar Schindler. Si ce nom vous parle, c'est normal parce qu'un film réalisé par Steven Spielberg a vu le jour sur l'histoire d'Oskar Schindler. Et là, l'objectif c'était de visiter le musée qui lui rend hommage, non pas dans son entreprise à l'époque, parce que son entreprise n'existe plus, le bâtiment en tant que tel existe, mais a été réhabilité en galerie d'art. Vous allez visiter à un autre endroit, et le musée va retracer la Seconde Guerre mondiale de manière globale, pas seulement Oskar Schindler, tout ce qui va faire un peu écho à ce que je vous disais sur Varsovie, la propagande, il va y avoir un métro qui a été recréé, incitant justement avec des messages comme quoi les juifs n'avaient pas le droit de le prendre. Vous allez avoir des allées qui vont être recréées avec des drapeaux du Troisième Reich. Vous allez avoir des ruelles où du coup les habitants juifs recevaient leurs lettres, leurs convocations. Vous allez avoir en fait pas mal de choses immersives qui font, comme je disais, écho au musée de Varsovie, de manière à rendre beaucoup plus ludique, plus accessible et plus immersive le musée. Vous allez l'avoir sur plusieurs étages, donc il va mêler à la fois, comme je disais, la Seconde Guerre, mais le bureau d'Oskar Schindler en tant que tel, comment fonctionnait l'entreprise, ce que ça a laissé comme trace dans le passé, comment les gens s'habillaient à l'époque, que certains par exemple étaient à 12 dans une seule et même pièce, voire appartement, de voir également la propagande, comment elle s'invitait dans la maison ou les appartements des différentes personnes, de voir un peu comment les camps de concentration fonctionnaient. Voilà, il va y avoir tout un état en fait du musée en tant que tel sur plusieurs niveaux. La visite se fait à peu près en 2 heures, donc ça reste quand même quelque chose d'assez rapide. Forcément, ce temps va s'allonger en fonction de votre sensibilité à ce sujet-là. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent Oskar Schindler, donc c'est un bon moyen aussi de s'imprégner de sa vie, de voir ce qu'il a pu réaliser, des personnes qu'il a pu sauver. Donc pareil, une belle part d'histoire à découvrir lors de cette visite au musée. Attention cependant, moi je vous préconise de bien réserver vos billets en amont parce que le musée étant relativement connu, il est très difficile de rentrer. C'était le seul musée où nous n'avions pas pris nos billets et en fait il a fallu attendre pas loin d'1 heure dehors. Heureusement qu'il ne pleuvait pas, mais parce qu'en fait ceux qui peuvent rentrer directement, c'est ceux qui ont leur ticket et ceux qui ne l'ont pas, comme je l'indiquais, attendre dehors. Donc vraiment, je préconise de vraiment réserver en amont sur le site suffisamment à l'avance, peut-être 1 ou 2 semaines avant, pour être sûr d'avoir votre place et de rentrer directement. Une fois le musée terminé, c'est ce que je disais en préambule de cette journée, il fallait reprendre le bus en direction de l'aéroport, refaire le même système en sens inverse, donc le checking, la vérification des différents bagages, et ensuite aller à la porte d'embarquement pour prendre une dernière fois notre avion de la compagnie Ryanair. Après 2h20 de vol, dans l'autre sens, nous arrivons à l'aéroport de Paris et une fois cela fait, il ne restait plus qu'à marcher, comme je le disais, une quinzaine de minutes jusqu'à l'Ibis Budget pour récupérer la voiture. Nous avons payé directement au comptoir le nombre de jours où nous sommes restés, ce qui est assez rapide finalement. De ça, on nous donne un ticket pour pouvoir sortir du parking une fois qu'on a payé et ensuite revenir tranquillement en direction de Nantes.
Merci à celles et ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça aura suscité votre intérêt. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse vous abonner. D'autres vidéos de ce style-là arriveront au fur et à mesure des voyages que je réaliserai, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.